bonjour, très heureux de vous retrouver au cœur de l'Assemblée nationale. Le bal des auditions se poursuit, alors pas dans cette salle, mais juste en dessous de moi, où se trouvent les salles de commission parlementaire. En ce début novembre, Sébastien Martin va à son tour passer sur le grill. Sébastien Martin, c'est le tout nouveau ministre chargé de l'industrie. Il a détaillé aux députés sa feuille de route et notamment la question des fermetures d'usines qui se multiplient dans un monde instable et un futur incertain. Sébastien Martin est venu avec ses lourds dossiers, accompagné d'une partie de son cabinet, pour répondre aux questions nombreuses de la représentation nationale. La mission qui m'a été confiée par le président de la République et le Premier ministre, je l'accueille avec beaucoup d'honneur parce que elle correspond à mon histoire. Je suis élu, avant d'être député, j'étais président de ma communauté d'agglomération à Chalon-sur-Saône, élu d'une circonscription qui, certes, part de Chalon-sur-Saône, mais va jusqu'à Mont-Soleil-Mines, et donc d'un territoire où on sait ce qu'est l'industrie, où on sait aussi ce que les accidents industriels veulent dire, mais où on sait aussi qu'on est capable de se relever dès lors que l'on s'en donne les moyens, que l'on se mobilise et surtout que l'on croit véritablement que ce pays, contrairement à une doctrine qui a été assez largement partagée, disons les choses telles qu'elles sont, parce que la réindustrialisation aussi, et parfois pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de représentants du monde politique, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons, a été aussi une religion de convertis. Pendant des années, on a expliqué assez benoîtement que ce pays pouvait très bien fonctionner sans usine, et puis on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et au-delà du fait que ça ne marchait pas économiquement, que ce n'était en termes de cohésion nationale et d'aménagement du territoire, sans doute pas la voie à suivre. Et ces dernières années, il y a eu une inversion de la tendance. Je me souviens des premiers pas avec les territoires d'industrie sous Édouard Philippe, et puis du mouvement post-Covid qui a été extrêmement massif et qui, fort d'une prise de conscience assez généralisée, où on s'est rendu compte que dans ce pays, on n'était même pas capable de fabriquer des masques, il était peut-être temps de reconquérir une forme d'autonomie stratégique, d'agir au niveau européen face à une concurrence mondiale déloyale et de mettre un certain nombre de moyens, nous y reviendrons, je pense notamment à France 2030, aux moyens qui ont pu être déployés au cours du plan de relance pour soutenir la réindustrialisation dans ce pays. Donc aujourd'hui, me voilà à ces responsabilités. À la fin de l'année à la fin de l'année 2025, et j'ai l'habitude de dire que j'aurais sans doute préféré être ministre de l'Industrie entre 2021 et 2024 qu'à compter de la fin 2025 où la tendance économique est un peu moins florissante. Mais à la rigueur, le défi n'en est que plus beau. Et le challenge, et je sais qu'ici, dans cette commission, il n'y a que des gens qui sont favorables à cette politique de réindustrialisation et en tout cas à la nécessité de réindustrialiser notre pays. Je sais qu'ici, on peut compter sur des gens qui ont l'envie, effectivement, de réussir. Cette envie de réussir, je l'ai puisée aussi dans mon parcours, je le disais. Je suis élu d'une agglomération qui a connu, à la fin des années 2000, un accident économique majeur, qui était la fermeture de l'entreprise Kodak, victime d'une rupture technologique, tout simplement. Vous savez, quand arrivent les appareils photo numériques, vous savez très bien que quelques années plus tard, vous ne ferez plus de pellicule photo, tout simplement parce que plus personne n'utilisera de pellicule photo. Et qu'à ce moment-là, vous avez un site industriel sur 80 hectares qui emploie 2500 personnes, qui est le plus gros employeur du territoire. Et il faut bien rebondir, il faut bien réagir. Et d'ailleurs, quels que soient les élus à la tête de cette agglomération, nous avons su rebondir et réagir. Et aujourd'hui, dans ce territoire, un emploi salarié sur 4 est industriel. J'ai 9 usines qui sont sorties de terre ou qui sont en train de sortir de terre sur l'ancien site industriel de Kodak. Et le taux de chômage est proche des 6,5%. Qui aurait imaginé ça en 2008 quand vous avez cette entreprise qui a porté le territoire pendant des décennies et qui vous dit qu'elle s'en va d'ici 2 ans ou 3 ans. Donc cette expérience locale, elle est pour moi extrêmement importante dans l'engagement aujourd'hui qui est le mien
sous la responsabilité de Roland Lescure en tant que ministre de plein exercice, mais dans ma responsabilité aujourd'hui de ministre de l'Industrie. Alors, puisque vous m'interrogez plus précisément sur ma feuille de route ou en tout cas la manière dont j'entends exercer cette responsabilité, je voudrais insister plus particulièrement sur 3 points. Le premier est la nécessité d'agir au niveau européen, parce que nous faisons partie de l'Union européenne, parce que l'appartenance à un marché commun européen est pour, pas que pour moi d'ailleurs, mais pour beaucoup d'entre nous, une force, mais parce que aussi, nous ne pouvons pas être qu'un marché, nous devons aussi être une usine. Si nous ne sommes qu'un marché, à terme, nous ne serons pas une usine, et si nous ne sommes pas une usine, nous ne serons pas un marché attractif, fort et intéressant pour le monde entier. L'un ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui, on voit bien que, après sans doute plusieurs années où nous avons pensé que seules les règles d'un marché ouvert étaient les bonnes, il y a une réaction et une forme de sortie d'une forme de naïveté par rapport à toutes ces questions. Et il y a un combat aujourd'hui que mène la France au niveau européen pour assumer, non pas du protectionnisme, mais une forme de protection par rapport à une concurrence internationale débridée, assez déloyale et par ailleurs qui ne partage pas nos valeurs. Je ne veux pas revenir sur l'épisode Shein de ces derniers jours, mais je crois qu'en plus de l'économie, il y a aussi une question de valeur. Et est-ce que les produits qui sont vendus, la manière dont tout cela est fait, partagent nos valeurs? Je ne le crois pas. Donc la France se bat au niveau européen pour que l'Europe protège mieux d'une concurrence internationale déloyale certaines filières. Vous avez parlé de l'acier tout à l'heure. On peut parler de la chimie aussi, on peut parler de l'automobile, on peut parler de certain nombre de secteurs stratégiques sur lesquels il est nécessaire aujourd'hui de se protéger. Se protéger, nous le faisons aussi avec l'idée de la préférence européenne. La préférence européenne est quelque chose aujourd'hui, notamment dans le débat, et on pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez, dont nous entendons beaucoup parler autour de la date de 2035, autour de la question de l'automobile, autour de la question de la place du véhicule électrique en 2035, quelle doit être la place qui est faite au véhicule électrique. Nous nous battons pour la notion de préférence européenne. Parce qu'il me semble qu'il est assez simple de considérer qu'il ne peut pas y avoir des produits européens, des productions européennes, sans que celles-ci soient faites sur le sol européen et sans que celles-ci intègrent à l'intérieur des produits, dès lors qu'il y a il y a une chaîne de valeur assez importante, sans que celles-ci intègrent des productions qui soient faites sur le continent européen. Et donc, c'est un moyen à la fois de préserver nos industries, c'est aussi un moyen d'affirmer dans la commande publique une forme de préférence européenne, et c'est aussi un moyen, la préférence européenne, eh bien, que l'argent européen aille aux Européens, puisque nous voulons aussi l'inscrire dans tous les dispositifs européens qui permettent de soutenir notre économie. L'automobile, au niveau européen, j'en dis un mot rapide, parce qu'effectivement, cette question de 2035 a pu poser question. Je veux simplement ici repréciser notre position. Notre position est qu'un marché, quel qu'il soit, et les industriels, quels qu'ils soient, ont besoin de signaux de marché et ont besoin de dates pour pouvoir construire des stratégies d'investissement. Et si l'objectif 100% de véhicules en 2035, aujourd'hui, est un objectif dont nous sommes forcément ouverts, sur lequel nous sommes forcément ouverts à la discussion au regard de l'évolution du marché, au regard de la capacité de l'outil industriel à se reconfigurer pour y répondre. Eh bien, il nous semble que cela serait un leurre que de dire que nous lâchons sur 2035 si en parallèle
nous n'avançons pas sur la question de la préférence européenne. En résumé, si demain, il doit y avoir moins de véhicules électriques en 2035, il doit y avoir en face plus de préférences européennes et il doit y avoir en face une obligation qui est apportée à chacun que dans nos véhicules européens, il y ait une part de la valeur ajoutée qui sont dans nos véhicules extrêmement importante qui soit réalisée au sein de l'Union européenne. Parce que si c'est pour avoir des voitures européennes mais qu'avec des produits chinois dedans, ça n'a aucun intérêt. Donc nous nous battons au niveau européen pour avancer sur nos deux jambes, à la fois de la souplesse et la possibilité d'aller sur d'autres technologies que 100% électriques, mais en même temps, l'exigence de préférence européenne inscrite dans les textes et clairement inscrite dans le marbre. Dernier point au niveau européen, vous le savez, à partir de 2026, se mettra en place le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la fameuse taxe carbone aux frontières, qui est aussi un des moyens pour protéger un certain nombre de productions françaises. Et je pense notamment à l'acier. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur ArcelorMittal. Il est indispensable que ces dispositifs, à la fois les clauses de sauvegarde d'une part pour limiter les importations chinoises sur notre territoire et que cette taxe carbone aux frontières puisse se mettre en œuvre afin de protéger l'acier européen et de garantir les investissements qui seront faits par ArcelorMittal, aussi bien sur Dunkerque que sur Fos, au sud de la France. Ça, c'est l'engagement au niveau européen. Il me semble que, par ailleurs, au niveau national, le rôle du ministère de l'Industrie et le rôle qui sera le mien, et je le dis ici alors que vous débattez des textes financiers, et d'essayer de ne pas plus alourdir la charge qui pèse sur nos entreprises. En tout cas, vous le savez, le gouvernement a proposé dans le projet de loi de finances de reprendre la trajectoire de baisse de la CVAE d'un peu plus d'1 milliard d'euros qui est proposé dans le texte, après que, durant un certain nombre d'années, il y ait une baisse des impôts de production. Nous discutons également au niveau européen sur la manière dont s'appliquent les textes CS3D et CSRD, car il est évident qu'il y a une question de rythme et comment dirais-je, et de lourdeur liée à ces textes qui doivent être rediscutés. Je ne ferai pas ici de grandes sorties sur la simplification. Il y a un texte qui était en discussion, qui doit aboutir, mais vous l'avez entendu, le Parlement est souverain. Voilà, donc le Parlement est souverain. Il y a des débats, il y a peut-être une CMP, il y a un certain nombre de... Il y a la procédure parlementaire qui est en cours sur le texte simplification. Néanmoins, moi, je crois beaucoup plus aujourd'hui, je vous le dis tel que je le pense, et je crois que c'est le rôle d'un ministre. Le rôle d'un ministre est de diriger son administration. Le rôle d'un ministre est de peser sur les administrations. Et je crois à la nécessité d'avoir une plus grande efficacité administrative aussi. C'est la raison pour laquelle je réunirai l'ensemble des préfets d'ici la fin du mois de novembre ou tout début décembre, afin d'examiner, dossier par dossier, les points qui peuvent être des points de blocage et qui ne sont que des points de blocage, non pas législatifs ou réglementaires, mais parfois administratifs. Et dans une situation telle que nous la connaissons aujourd'hui, où la situation est plus compliquée qu'elle ne l'était hier, il me semble assez inconcevable que nous puissions passer à côté de la réussite de certains projets uniquement pour des raisons administratives. Il y a eu des choses qui avaient été faites sur le gouvernement Bayrou pour faire remonter un certain nombre de choses, mais il me semble que le rôle du ministre de l'Industrie est de tout faire pour débloquer des dossiers qui peuvent l'être simplement parce que parfois certaines administrations ont du mal à se parler, à se comprendre ou tout simplement à interagir dans l'intérêt de la réussite du projet, mais je pense que nous en reparlerons un petit peu après. Accompagner des entreprises aussi, ça passe par les dispositifs qui ont été créés. Je pense à France 2030 pour soutenir les ruptures technologiques, l'innovation dans notre industrie. Mais je voudrais travailler avec les régions, notamment sur la question de l'accompagnement de tous ceux qui ne sont un peu jamais accompagnés. Permettez-moi d'être un peu clair dans ce que je vais dire. Dans notre pays, il y a... et on en est fiers, beaucoup de très grandes entreprises
tout à fait à même de répondre aux appels à projets de France 2030 et je m'en félicite. Il y a aussi, et je serai interrogé là-dessus, beaucoup de start-up industrielles qui sont très agiles et qui, elles aussi, savent s'ouvrir à l'accompagnement des pouvoirs publics, quels qu'ils soient. Mais moi, je pense aussi à tout ce tissu de PME et de PMI, à ce patron de boîte qui est là dans son territoire depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui n'a jamais droit à rien, et qui est souvent un sous-traitant d'un grand donneur d'ordre. Et je veux travailler avec les conseils régionaux parce que nous avons un parc machine en France qui est l'un des plus anciens d'Europe. Nous avons un niveau d'accès aux technologies des numériques, et particulièrement par exemple à la robotisation, qui n'est pas satisfaisant si on se compare pas seulement à nos voisins asiatiques, mais à nos voisins européens. Et j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec les présidents de conseils régionaux la semaine dernière lors du congrès des régions de France. Je pense qu'à travers un certain nombre de dispositifs existants, nous pourrions mieux accompagner nos PME, nos PMI qui irriguent le territoire national, qui font vivre beaucoup de monde et qui ont aussi besoin qu'on leur apporte un signal. Et donc j'atterrirai quelque part sur cette question des territoires par laquelle j'ai commencé, parce que certains ici ont pu m'auditionner dans le cadre des missions récentes qu'ils ont réalisées sur la réindustrialisation de notre pays. Et je ne crois pas à une réindustrialisation sans les territoires. Je ne crois pas à une réindustrialisation sans les élus locaux. Je ne crois pas à une réindustrialisation sans une organisation alignée entre le monde industriel, l'État et les collectivités locales pour permettre aux projets d'atterrir, aux écosystèmes d'être animés et aux projets locaux d'être soutenus. C'était toute la logique du programme Territoire d'industrie qui a permis une mobilisation dans les territoires, qui a permis de faire comprendre à nouveau à nos concitoyens que l'industrie était quelque chose d'important, qui a permis d'indiquer dans certains territoires que lorsqu'on avait du foncier qui était disponible, eh bien, entre le choix de faire un énième centre commercial, une énième plateforme logistique, que peut-être le choix pouvait être de flécher ce foncier vers de l'industrie. Et d'ailleurs, je relancerai à la fin de la semaine, lors d'un déplacement dans l'Allier, la logique des sites industriels clés en main, qui sont la vraie réponse aux complexités administratives et aux délais. Mesdames et messieurs les députés, dans notre pays, les délais légaux, les délais inscrits dans les textes, ne sont pas plus longs qu'ailleurs. Mais par contre, c'est plus long qu'ailleurs, parce que dès qu'on a un obstacle dans un projet, eh bien, ça devient l'enfer. Ça devient des allers-retours incessants, et l'industriel n'y comprend plus rien. Et l'industriel, il y comprend encore moins quoi que ce soit quand il va sur un foncier et qu'il découvre au dernier moment qu'il y a une espèce naturelle protégée ou qu'il y a un vase gallo-romain. Parce que autant l'industriel, il connaît dans son process la réalisation d'un permis de construire, il sait qu'il aura une ICPE à demander selon la procédure de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation, et d'ailleurs, il est accompagné pour le faire. Mais lorsqu'il arrive sur un foncier et que ce foncier n'est pas véritablement clé en main parce qu'il y a encore un problème lié à la présence d'une espèce naturelle ou à un problème archéologique, ça ne fonctionne plus et c'est là qu'on part dans des délais qui ne sont plus tenus. C'est la raison pour laquelle je signerai avec Françoise Gatel la semaine prochaine une nouvelle circulaire adressée à tous les préfets qui demandera à ce que nous ayons au fil de l'eau en permanence la labellisation de sites industriels clés en main, qui sont des sites sur lesquels il ne reste plus qu'à déposer son permis de construire et obtenir l'autorisation ICPE. Dernier point, les territoires d'industrie ont besoin de formation. C'est un sujet que je dois aborder avec Philippe Baptiste et Édouard Geoffray. Il y a eu la logique des écoles de production. Ce n'est pas suffisant. On doit réfléchir de Bac-3 à Bac+3, voire au-delà, dans les territoires industriels, parce qu'on ne peut pas parler d'industrie 4.0 d'un côté, et de l'autre se dire que dans ces territoires ne doivent pas être plus proches d'outils de formation qui peuvent aller jusqu'à Bac+3, voire au-delà. Pour conclure, je veux juste vous dire qu'il me semble que ce sujet de la réindustrialisation, nous devons, comme d'ailleurs les investissements industriels, les aborder dans le temps long. La réindustrialisation, 30 ans de désindustrialisation, ça ne s'effacera pas en 4 ou 5 ans.
Et surtout, nous ne devons pas perdre l'envie de réussir ce projet de la réindustrialisation. Nous ne devons pas, au premier soubresaut, dire « Ah, mais ça ne marche pas, on vous l'avait bien dit, vous voyez que vous vous êtes trompé ». Je ne crois pas. Je ne crois pas que nous nous sommes trompés. Je ne crois pas que nous nous sommes trompés en disant qu'il fallait en finir avec la désindustrialisation. Je ne crois pas que nous nous sommes trompés en disant qu'il était indispensable d'alléger le fardeau qui peut peser sur les entreprises. Je ne crois pas que nous nous sommes trompés en disant que nous devions associer les territoires à cette stratégie. Et je suis très heureux d'être ici à la veille de la semaine de l'industrie, parce que la semaine prochaine, il y aura 7000 événements partout en France pour dire que oui, l'industrie a un avenir dans notre pays. Il y aura 7000 événements pour rappeler que cette année encore, il y avait 60 000 emplois dans l'industrie qui ne sont pas pourvus. J'étais hier chez Air France qui a annoncé 1000 emplois supplémentaires dans son centre de maintenance. Donc il y a aussi des raisons d'y croire. Je rappelle que notre pays cette année, même si le rythme a ralenti, reste sur un solde positif de création et d'agrandissement de sites industriels. Donc ne lâchons rien sur ce sujet. En tout cas, croyez bien qu'en tant que ministre de l'Industrie, je n'entends rien lâcher sur ce sujet et que c'est avec détermination que je prends aujourd'hui les responsabilités qui sont les miennes. Nous allons passer aux orateurs des groupes. Et pour le premier groupe du Rassemblement national, Monsieur Alexandre Loubet, vous avez la parole, Monsieur le député. J'ai la conviction effectivement que la France a tous les atouts pour redevenir une puissance industrielle. Encore faut-il le vouloir, encore faut-il lever les freins à la réindustrialisation. Et nous avions eu effectivement l'occasion d'échanger dessus lorsque je vous avais auditionné dans le cadre de notre commission d'enquête du RN sur l'industrie. J'aurai tant de sujets à traiter avec vous. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Le premier sujet que je souhaite aborder avec vous, c'est celui de la compétitivité. Le Rassemblement national a obtenu la baisse de près de 5 milliards d'euros des impôts de production via la C3S la semaine dernière. Votre gouvernement nous a fait revoter dessus pour justement qu'elle ne s'applique pas. Je souhaiterais avoir votre position sur ce reniement gouvernemental. Le deuxième sujet en termes de compétitivité est relatif au prix de l'énergie. Nos entreprises en moyenne paient une électricité 2,8 fois supérieure à ce qu'elle nous coûte à produire en France. Si nous rétablissions un prix français de l'électricité étendu non pas seulement aux électro-intensifs mais à l'ensemble de nos entreprises, nous serions incontestablement l'Eldorado de l'industrie en Europe. Qu'est-ce que vous ferez en ce sens? Et enfin, en termes de compétitivité, la question normative. Nous avions évoqué lors de votre audition, Monsieur le Ministre, le ZAN. Vous aviez proposé des pistes d'assouplissement. Maintenant que vous êtes aux manettes, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous soutenez pour assouplir les objectifs du ZAN? Par exemple, que pensez-vous de l'exemption des projets industriels concernant le ZAN? Le deuxième gros sujet sur lequel je souhaite vous interroger, c'est celui de l'industrie automobile. L'interdiction de la vente des véhicules à moteur thermique en 2035 va supprimer près de 100 000 emplois industriels. J'entends les exigences que vous avez évoquées en termes de préférences européennes. Le Rassemblement national les soutient. Toujours est-il que le fait que ces clauses existent ou non, dans tous les cas, nos constructeurs sont en train de crever, Monsieur le Ministre. Et les 100 000 emplois seront supprimés. Aussi, pourquoi ne défendez-vous pas explicitement la flexibilisation des délais et des technologies autorisées dans le cadre de cette interdiction? Dernier sujet que je souhaite évoquer avec vous, Monsieur le Ministre. Le directeur général de la BPI, il y a une semaine ou deux, Nicolas Dufour, avait dénoncé le tsunami chinois qui va s'abattre sur la France et l'Europe. Nous savons que la Chine méprise les règles de l'Organisation mondiale du commerce en subventionnant massivement des productions en surcapacité, une concurrence véritablement déloyale, sauvage, qui menace nos industries. Quelles sont les dispositions que vous comptez prendre dans les prochains mois et acceptez-vous la demande que je vous ai adressée de convoquer le Conseil national de l'industrie sur ce sujet? J'ai la conviction que nous devons écouter les filières pour déterminer une position française à défendre au sein de l'Union européenne qui a la compétence exclusive du commerce extérieur. Merci. Sur le C3S, il n'y a pas de reniement puisque ce n'était pas la proposition du gouvernement. Et il est évident que moi aussi, j'aimerais bien pouvoir faire un cadeau comme ça de 5 milliards, mais il me semble aussi que nous avons un objectif qui est de ne pas trop dégrader la situation de nos finances publiques. Ce qui nous a amené dans le PLF à ne pas proposer effectivement ce que vous dites sur la C3S, mais à proposer la poursuite de la CVAE. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ce débat, il n'a pas le mérite d'exister et qu'il est sans doute nécessaire parce que j'ai entendu
mais pas que dans le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, le poids de la C3S. Donc c'est un débat intéressant, mais je crois que dans le débat budgétaire et les objectifs d'équilibre budgétaire qui étaient les nôtres, on ne pouvait pas tout simplement se priver comme ça de 5 milliards. Sur l'automobile, c'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini, mais vous pourrez y revenir dans la conclusion, parce que M. Loubet a posé beaucoup de questions, donc voilà, mais vous pourrez y revenir. Je sais que l'exercice est contraint, mais voilà, ce qui nous permet aussi d'avancer et de tenir aussi nos délais. Pour le groupe Ensemble pour la République, M. Jean-Luc Fugit. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, au nom du groupe Ensemble pour la République, je vous remercie pour la présentation très claire du périmètre de votre action ministérielle. Comme vous le savez, donc, la transition écologique de notre industrie n'est plus une option, mais une nécessité stratégique pour concilier la souveraineté, la compétitivité et aussi l'urgence climatique. Alors aujourd'hui, la France elle se fixe des objectifs ambitieux, réduire de 35% les émissions de gaz à effet de serre de son industrie d'ici 2030, pour contribuer à atteindre la neutralité carbone en 2050. Ces cibles sont inscrites dans la SNBC et elles placent notre pays en première ligne pour transformer son modèle productif tout en préservant son tissu industriel et ses emplois. Pour y parvenir, la feuille de route est claire. Accélérer la décarbonation par l'innovation, l'électrification des procédés et le déploiement massif de technologies bas carbone. C'est notamment ce que porte France 2030 et les contrats de filière comme celui signé pour la chimie en mobilisant 5 milliards d'euros pour moderniser nos usines et développer des pilotes industriels. Ces investissements sont nécessaires car ils ciblent précisément les secteurs les plus émetteurs, comme celui de la chimie que j'évoquais à l'instant, qui représente à elle seule 25% des émissions industrielles. C'est un sujet qui m'est particulièrement cher parce que c'est un secteur qui est au cœur du développement du territoire du département du Rhône où je suis élu député. Mais cette transition, elle ne peut se faire sans une attention particulière aux PME qui ont besoin notamment de visibilité sur les dispositifs d'accompagnement et aussi de formation pour leurs salariés. Le secteur de la chimie, par exemple, ce sont plus de 4000 entreprises, donc 95% de TPE-PME, et ce sont 229 000 salariés. Chacune est en demande d'une visibilité concrète pour développer leur filière et les emplois. Alors j'ai 3 questions. La première, et j'espère que vous aurez le temps d'y répondre par la suite, c'est quelle démarche de soutien envisagez-vous pour le secteur de la chimie qui est clairement en difficulté aujourd'hui? La deuxième, c'est les objectifs de décarbonation de l'industrie française, notamment via l'hydrogène vert, sont-ils réalistes au regard des capacités industrielles actuelles et des coûts énergétiques? De plus, comment envisagez-vous d'articuler le déploiement des CAPN avec les besoins d'électricité décarbonée des sites industriels afin de garantir une transition compétitive? Et enfin, quelle stratégie concrète comptez-vous mettre en place pour former les 100 000 emplois donc attendus d'ici attendus d'ici 2030 dans les métiers de l'industrie verte? Et comment allez-vous associer notamment les branches professionnelles, les OPCO et les territoires pour anticiper ces besoins en compétences et éviter les tensions sur le marché du travail? Merci. Je sais que ce sont beaucoup de questions, mais comme vous l'a dit le Président, il vous laissera du temps tout à l'heure. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Peut-être rapidement alors sur la question de la filière de la chimie. Vous savez que, à la demande de la France d'ailleurs, la Commission européenne a publié en juillet 2025 un plan d'action sur la chimie, qu'à l'initiative de la France, il a été créée une alliance pour la chimie critique pour identifier les molécules et les stratégiques en Europe qu'il faut protéger. Maintenant, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont pu être prises sur certaines molécules. Je pense par exemple à la vanilline qui a eu des droits de douane de 130% qui ont vraiment permis de réouvrir l'unité à Saint-Fond par exemple. Donc il faut des mesures comme celle-ci, y compris d'ailleurs en allant jusqu'à l'aval. Il faut faire très attention à ce qu'on ne protège pas qu'une seule molécule, mais que parfois cette molécule est essentielle dans d'autres produits. Si on protège que l'amont, ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, on pourra y revenir sur un certain nombre de dispositifs de protection comme cela. Et sur l'énergie et l'électricité, ça me permet de répondre un peu de manière globale, EDF est en train, ça y est, d'avoir ces premiers contrats de long terme qui sont signés. Et Monsieur le Président, vous parliez de l'impulsion lancée par Bernard Fontana, qui est un industriel, qui sait ce que c'est que la consommation électrique dans les usines et qui est en train aujourd'hui de signer un certain nombre de contrats et les choses avancent. Le bilan industriel de la Macronie est désastreux. Cette année, la situation empire, comme vous l'avez vous-même reconnu, Monsieur le Ministre. Au premier semestre, les fermetures d'usines sont presque 2 fois plus importantes que les ouvertures. En 2024, il y a eu 66 000 défaillances d'entreprises, un record.
Voici quelques raisons à ce désastre. Une croissance faible, une consommation populaire et des investissements publics en recul, l'incapacité des macronistes à soutenir les petites et moyennes entreprises ou leur obsession à imposer des prix de l'énergie qui les étranglent, calqués sur le marché européen et non sur le prix de la production nationale. Plus de 60 000 emplois industriels ont disparu au troisième trimestre 2025. Les fermetures ou annonces de fermeture se sont multipliées sur de nombreux sites stratégiques ces derniers mois. Vancorex en Isère, Valeo dans la Sarthe, la production d'acier d'ArcelorMittal qui est menacée en France. Le cas d'ArcelorMittal est particulièrement emblématique. Nous parlons du plus grand producteur d'acier mondial. La production d'acier en France est indispensable pour de nombreuses productions stratégiques, telles que l'automobile, la construction navale, nucléaire, aéronautique et spatiale, ferroviaire, et bien sûr tant d'autres. Nous parlons de plus de 15 000 salariés d'Arcelor en France. Nous parlons d'une industrie stratégique pour réaliser la bifurcation écologique. Même l'Union européenne reconnaît à présent l'importance stratégique de l'acier avec plusieurs mesures protectionnistes mises sur la table récemment. Et pourtant, Mittal ne respecte pas ses engagements malgré 850 millions d'euros d'aide publique versée pour décarboner ses sites, notamment celui de Dunkerque. Face au risque de perdre nos derniers hauts fourneaux, nous proposons de nationaliser ArcelorMittal. C'est la dernière solution viable qu'il nous reste. Alors, Monsieur le ministre, soutenez-vous cette démarche et si la nationalisation était votée à l'Assemblée, ferez-vous le nécessaire pour qu'elle soit appliquée? Nous défendons une politique industrielle planifiée, équilibrée et cohérente pour répondre aux besoins du pays. Cela passe par définir les industries stratégiques à préserver, à développer et également à relocaliser. Cela passe aussi par mettre en place un protectionnisme solidaire qui protège nos industries clés par des tarifs douaniers prenant en compte la différence sociale et environnementale. C'est indispensable pour se protéger de la concurrence déloyale. Cela passe enfin par une conditionnalité des aides publiques aux grandes entreprises. Le sénateur communiste Fabien Gay a mis en lumière l'existence de 211 milliards d'aides publiques aux entreprises sans contrepartie. Nous proposons au contraire de conditionner les aides au maintien de l'activité et de l'emploi en France, comme je l'avais préconisé dans mon rapport sur France 2030 en 2023. Les lignes bougent en Europe en matière de politique industrielle et c'est une bonne chose. Allez-vous accepter ce changement en proposant de conditionner les aides publiques au maintien de l'activité et de l'emploi en France? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député. Je crains que dans votre analyse, il y ait un élément qui manque, c'est pourquoi vous ne parlez pas de la concurrence chinoise qui est en train de tout déstabiliser. Et je pourrais être d'accord avec un certain nombre de choses que vous dites, mais pourquoi vous l'occultez? Vous avez parlé de la chimie, de l'acier et de l'automobile. Ce sont les trois secteurs industriels aujourd'hui qui sont en grande souffrance et en difficulté. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, on est victime de dumping sur ces trois sujets. Et voire d'une stratégie d'agression extrêmement organisée. C'est pas compliqué. Pour faire une automobile, il faut de l'acier, il faut de la chimie. J'ai visité le site à Chalampé en Alsace. À Chalampé, ils font quoi? Ils font la molécule qui permet de faire les airbags. Et qui aujourd'hui est attaquée par des molécules qui arrivent à 50% du prix. Et l'automobile, je ne vous fais pas de dessin sur le sujet de l'automobile, tout ça est lié. Donc, et enfin, pour finir, je ne suis pas sûr que ce soit la nationalisation d'ArcelorMittal qui arrêtera les Chinois. Non, ce n'est pas la nationalisation d'ArcelorMittal qui arrêtera les Chinois. Vous pourrez nationaliser, ça ne changera rien. Ce qui arrêtera l'agressivité, c'est les droits de douane que l'on va mettre en place à partir du 1er janvier sous l'impulsion de la France, les clauses de sauvegarde et ensuite le mécanisme de MACF. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe socialiste, Madame Marie-Noëlle Battistel, vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Une érosion industrielle pèse aujourd'hui sur le marché de l'emploi et hypothèque notre souveraineté industrielle nationale et européenne. En Isère, cette réalité est largement perceptible. Nos sites industriels, pourtant emblématiques d'un savoir-faire métallurgique et dans la chimie centenaire, sont aujourd'hui confrontés à des décisions de désengagement qui laissent les salariés dans l'incertitude et fragilisent notre souveraineté. Grenoble demeure une capitale dynamique en termes de recherche et d'innovation, mais l'écart tend à se creuser entre ces laboratoires d'excellence et les plateformes industrielles qui disparaissent. Après la fermeture dramatique de Vancorex sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix, le projet Exalia, soutenu par la métropole de Grenoble et la région Auvergne-Rhône-Alpes et par les industriels de Laval sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix, vise à relancer l'activité industrielle, recréer plusieurs centaines d'emplois à court terme,
produire pour l'écosystème local des produits stratégiques, compétitifs et décarbonés avec un faible impact transport et préparer ainsi une réindustrialisation ambitieuse autour de la chimie du chlore innovante, moderne et respectueuse. Ce projet permettrait également de sauver la mine de sel de Haute-Rive, essentielle au stockage stratégique du gaz. Les porteurs de projets que vous avez rencontrés, Monsieur le ministre, restent dans l'attente d'un courrier de l'État confirmant que le propriétaire actuel chinois sera libéré de ses engagements concernant la mine au moment de la cession à leur société. Donc, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer si ce courrier sera rapidement transmis afin de débloquer le projet Exalia et relancer la réindustrialisation de ce territoire? Autre situation grave, celle du groupe Ferroglobe, qui illustre également tragiquement cette perte de maîtrise industrielle. Ferroglobe, premier producteur européen de silicium, dont les claveaux dans ma circonscription ne peut plus continuer à produire car les prix de vente pratiqués par la Chine, la Malaisie, l'Angola sont largement inférieurs au coût de revient, entre 1 400 et 1 500 euros la tonne pour un coût de production proche de 2 300. La distorsion est massive et insoutenable. Les fours sont donc à l'arrêt depuis fin septembre. Et sans mesure de sauvegarde à très court terme, les 4 usines de France et celles d'Espagne devront fermer. Ce serait la fin de la production européenne de silicium et un abandon complet de souveraineté sur une matière classée stratégique et critique en 2023 par la Commission européenne, que nous ne pouvons accepter. Cette décision met directement en péril nos capacités industrielles dans des filières essentielles à la défense, à la transition énergétique. Le silicium et les ferroalliages sont des matériaux critiques. Sans eux, ni acier, ni aluminium, ni batterie, ni panneaux photovoltaïques ne peuvent être produits. Alors, Monsieur le ministre, comment comptez-vous agir rapidement pour que le silicium soit intégré dans les mesures définitives de sauvegarde qui devraient être votées dans les prochains jours au Parlement européen pour éviter de regarder nos fleurons industriels mourir les uns après les autres? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Oui, Madame la députée Battistel, sur Vancorex, je suis plutôt confiant dans le projet qui est porté. Il y a 4 semaines que je suis ici. J'ai voulu rencontrer le porteur de projet. Je l'ai rencontré pour examiner avec lui la capacité de marché qu'il a derrière, parce que c'est bien d'avoir un outil industriel, mais encore faut-il vendre des produits derrière. Il l'a. Une réunion à la préfecture a été organisée pour continuer à examiner ces questions-là. Sur la mine d'Haute-Rive, le courrier est en cours de préparation. On doit encore s'assurer de une ou deux choses, mais les choses vont dans le bon sens. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de venir à Grenoble pour formaliser tout ça. Donc ça va dans le bon sens et soyons positifs. Sur Ferroglobe, il y a 2 volets. Il y a les ferroalliages et il y a la question du silicium. On a obtenu gain de cause sur les ferroalliages. C'est déjà une bonne chose. C'était pas gagné. Voilà. Et je dois m'entretenir avec la Commission européenne sur la question du silicium. On a les clauses de sauvegarde sur les ferroalliages. Maintenant, il faut qu'on gagne le 2e point sur les siliciums. Ça fait que la moitié du chemin, l'autre moitié doit être achevée. Et d'ici la fin de semaine. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe La Droite Républicaine, Monsieur Guillaume Lepers, la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre. L'industrie française a connu un passé glorieux, mais son présent est préoccupant. Face à des indicateurs économiques en déclin, il devient crucial pour les responsables politiques de tracer une trajectoire positive et durable pour les prochaines décennies. Le défi est immense, mais il est nécessaire pour garantir l'avenir de notre pays. La réindustrialisation de la France n'est pas seulement une question économique. C'est une question de souveraineté nationale. Une industrie forte est la clé de notre indépendance. Il est important de rappeler qu'une nation indépendante ne peut exister sans une base industrielle solide. Nos entreprises sont étouffées par la lourdeur des normes, de la fiscalité et de la réglementation. Ces obstacles freinent leur capacité à investir et à innover, ce qui nuit à notre compétitivité. Le législateur ne peut plus agir comme si toutes les entreprises étaient capables d'absorber indéfiniment l'inflation normative qu'il produit. Il est temps de repenser nos priorités et d'engager une politique qui soutienne l'investissement et favorise la création d'emplois sur l'ensemble du territoire. Et je mets une petite parenthèse là-dessus, et notamment sur les territoires ruraux. Sachez, Monsieur le ministre, ça n'a pas toujours été le cas avant, mais qu'on regorge dans les territoires ruraux de talents, on regorge. On a d'ailleurs un taux de chômage souvent beaucoup plus élevé que la moyenne, et je vous assure que la ZAN est un véritable frein, et c'est dévastateur sur nos territoires. N'oubliez pas les territoires ruraux, je ferme la parenthèse.
La France doit redevenir une puissance industrielle capable d'offrir des produits compétitifs à l'échelle mondiale. Face aux enjeux actuels, j'ai 3 questions, Monsieur le Ministre. Alors que la Chine et les États-Unis déploient des politiques industrielles puissantes et protectrices, que comptez-vous faire pour défendre nos intérêts au niveau européen ? Ne faudrait-il pas, à l'image de ces grandes puissances, réserver davantage nos marchés publics aux industriels français ? Et en outre, dans un contexte où la filière automobile traverse de grandes difficultés, quelle est votre vision pour soutenir durablement cette industrie stratégique ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, 2 minutes. Écoutez, il y a plein de choses de ce que vous avez dit que je partage forcément. Souveraineté, indépendance, j'ajoute cohésion nationale, et particulièrement à l'endroit des territoires ruraux ou des territoires dits, entre guillemets, de taille intermédiaire. La réindustrialisation et l'industrie, elle est particulièrement présente dans ces territoires, bien plus qu'au cœur des grandes métropoles, et vous le savez particulièrement dans votre département. Donc, on est entièrement d'accord sur le fait que l'enjeu de réindustrialisation, c'est plus que de l'économie, c'est de la souveraineté, c'est de la cohésion nationale, et c'est des projets qui sont dans les territoires, et particulièrement dans les territoires ruraux. Vous m'interrogez sur Chine-US. Quand on défend la préférence européenne, quand on dit à la Commission européenne que nous voulons des dispositifs plus protecteurs et que ces dispositifs plus protecteurs accompagnés de la préférence européenne nous permettront demain d'orienter la commande publique notamment, d'orienter les dispositifs de soutien public vers les industriels qui joueront le jeu de la préférence européenne, on est complètement raccord. Dernier point, 2035 que vous indiquez, ça me permet de répondre de manière un petit peu globale sur le sujet. Je veux rappeler, on est en 2025. L'obligation de 100% de véhicules électriques, c'est 2035. Le marché de l'automobile, il a commencé à chuter à partir de 2019. Donc ne faisons pas porter aux véhicules électriques l'entière responsabilité des difficultés que connaît le marché automobile, qui a fait l'objet d'une hausse des prix, d'une inflation certaine, et qui a aussi, du coup, ralenti des réflexes d'achat de la part des consommateurs. Il faut avoir ça en tête quand même. Ensuite, bien évidemment, nous prenons en considération la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. N'oublions pas malgré tout qu'un véhicule sur 4 vendu cette année en France est un véhicule électrique, que Renault a fait des investissements majeurs en la matière, que dans les Hauts-de-France, il y a la vallée de la batterie. Donc que ces signaux-là, on doit quand même continuer à les soutenir. Parce que sinon, on va créer une autre forme de désespoir. Donc on rééquilibre les choses et la préférence européenne dans nos voitures demain. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Charles Fournier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Vous arrivez à rue de Grenelle avec un profil territoire et un Premier ministre qui... Bercy. À Bercy, pardon. Merci. À Bercy, excusez-moi, c'est le matin. Et avec un Premier ministre qui a porté un discours sur redonner le pouvoir au local. Et dans le même temps, quand on regarde vos déclarations comme ancien président d'intercommunalité de France, vous disiez on demande aux territoires d'accueillir l'industrie, mais on leur retire les moyens. Et ça continue. 5% de recettes de fonctionnement en moins, c'est Intercommunalité de France qui le dit. La suppression progressive de la CVAE, la hausse de la TGAP, la baisse du fonds vert, le gel de la dotation globale de fonctionnement. Bref, il y a une contradiction entre votre profil et ce que vous avez commencé à dire. Finalement, vous sembliez acter la politique de l'offre et la nécessité de la continuer. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais vous interroger. Deuxième point, la planification. On en parle beaucoup, mais je voudrais vous entendre sur le sujet quand un certain nombre de députés du bloc majoritaire central proposent de supprimer le commissariat au plan dans le moment dans lequel on est. Quelle vision vous avez concrète de la planification et de son organisation dans notre pays ? Troisième sujet, rien sur la table. Vous n'avez pas évoqué la question écologique, la question du climat, la question des ressources, de la ressource en eau, de la ressource matière propre. Tous ces sujets-là sont des sujets absolument déterminants pour l'industrie. On est au moment de la COP et on a l'impression que ce n'est pas un sujet. Et je trouve ça inquiétant, en tout cas qu'aujourd'hui ça ne soit pas abordé, mais je voudrais vous entendre là-dessus. Et puis quatrième point sur lequel je voudrais aussi pouvoir vous entendre, c'est sur votre vision de la souveraineté. Vous avez parlé de la préférence européenne. Pas de souci pour aller évidemment sur ce terrain et agir en européen. Mais au-delà de ça, quelle vision vous avez de la souveraineté ? Moi, je suis un peu inquiet parfois des discours qu'on peut avoir ici sur la souveraineté, une souveraineté très défensive, une souveraineté qui fermerait la porte à la coopération, à un discours un peu souverainiste de la souveraineté, et on aurait les gros bras pour aller faire face à ce qui est en train d'arriver à peu près partout dans le monde, avec les impérialismes qui sont de retour. Moi, je voudrais vous entendre sur, au-delà de l'Europe, que peut faire la France ? De quelle manière ? Quelle stratégie ? Quelle façon d'envisager cette souveraineté ?
Voilà, et sans doute aussi de quelle manière envisager la coopération avec d'autres pays du monde pour imaginer des équilibres et ne surtout pas être coincé dans le modèle qui est en train de s'imposer à nous, qui est la loi du plus fort. Moi, je voudrais savoir comment vous imaginez que nous pourrions sortir de cette loi du plus fort, en tout cas contribuer à en sortir. Et puis un dernier point, ça fera beaucoup de questions, vous ne pourrez pas répondre à tout, mais comme vous pourrez reprendre la parole après, le président ne manquera pas de le dire, j'ai un sujet très précis sur les matériaux stratégiques et critiques. C'est un sujet absolument déterminant sur lequel il n'y a pas de débat aujourd'hui. Je rappelle que le Code minier prévoit un débat sur la stratégie minière française. Moi, je pense qu'on est dans l'opacité sur ces questions-là et pourtant, ça va déterminer la capacité à se réindustrialiser. Et j'aimerais vous entendre aussi sur ce sujet. Et j'ai déposé une commission d'enquête transpartisane puisqu'il y a sur le sujet. Je pense que c'est vraiment un sujet extrêmement important. Merci. Monsieur le député Fourmier, je retire rien à mes propos en tant que président d'Intercomité de France. Le texte sur le budget, il suit son chemin. Je pense que le Sénat serait très attentif au territoire, mais je m'en tiendrai là. Il y a plein de débats budgétaires d'ailleurs en ce moment. C'est pas la position du gouvernement que de supprimer le Haut Commissariat au plan, mais bien évidemment, je l'ai dit en commençant mes propos ici, je suis très respectueux des débats parlementaires, du rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et comme l'a dit d'ailleurs le Premier ministre, c'est elle qui est souveraine et ce sont les assemblées qui sont souveraines et qui détermineront leur position in fine. Sur la question de la souveraineté et la coopération, je suis d'accord avec vous. Le sujet n'est pas de dire on s'enferme sur notre continent. Le sujet est de dire prenons le monde tel qu'il est. D'autres autour de nous ont décidé d'avoir des stratégies à la fois offensives et défensives, et il est nécessaire de s'adapter à ça. Cela ne veut pas dire que l'Europe se renferme sur elle-même. Nous restons, par exemple, la France, le premier pays destinataire des investissements étrangers. C'était la question du président tout à l'heure. Donc les choses là-dessus, elles sont très claires. Et ça ne nous empêchera pas de nous dire qu'il y a des continents avec lesquels nous pouvons continuer à dialoguer, à discuter, à commercer, bien évidemment. Pour nous, ce n'est pas le sujet. Mais il est nécessaire, si on veut renforcer notre compétitivité dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, de pouvoir se protéger pour remonter un petit peu en puissance. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe des démocrates, madame Louise Morel, vous avez la parole, madame la députée. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Merci pour votre intervention et permettez-moi, au nom du groupe Les Démocrates, de vous adresser nos vœux de pleine réussite dans les missions qui sont les vôtres, notamment celles liées à la poursuite de la réindustrialisation de notre pays. Je voudrais concentrer mon intervention sur un volet, l'industrie numérique. Le dernier observatoire de BPI France nous donne un aperçu clair de son importance. En 2024, en France, c'est plus de 3200 startups industrielles, un tiers de deep tech, la moitié des green tech, et près des 3/4 sont implantés hors d'Île-de-France. C'est 65 000 emplois, 4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés. Cela témoigne d'un écosystème dynamique. Pourtant, ces entreprises expriment aujourd'hui beaucoup de préoccupations. Comme beaucoup d'acteurs économiques, elles sont confrontées à la succession des crises sanitaires, inflation, à l'instabilité aussi du cadre fiscal et réglementaire. Et les débats récents sur le crédit impôt recherche ou le statut de jeune entreprise innovante en sont un exemple. Et enfin, sur les tensions géopolitiques qui fragilisent leur développement à l'international. Or, nous le savons, sans innovation, sans capacité à anticiper les grandes transformations, et l'exemple de Kodak que vous avez partagé en illustration emblématique, nous prenons le risque de compromettre notre avenir industriel. Dans ce contexte, j'aimerais vous poser deux questions. La première, comment entendez-vous poursuivre et renforcer, en lien avec les services de Bercy, le soutien à la recherche et au développement au sein de ces entreprises? Et la deuxième, très simplement, quel message souhaitez-vous adresser aux acteurs économiques, nombreux à nous écouter, pour les rassurer dans un contexte particulièrement incertain? Je terminerai en rappelant une conviction très simple de notre groupe politique. Sans entreprise dynamique, sans entreprise en bonne santé, rien ne peut se construire. C'est grâce à elles et ceux qui produisent, innovent, entreprennent en France que se crée la valeur ajoutée indispensable au financement de nos politiques publiques. Et je forme le vœu que dans les expressions publiques qui sont les nôtres, nous défendions davantage l'entrepreneuriat et l'accompagnement des dirigeants qui font rayonner la France sur notre territoire et à l'étranger, davantage que de pointer du doigt de manière régulière celles et ceux qui font vivre notre économie. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci beaucoup Madame la députée pour ce plaidoyer en faveur de celles et ceux qui prennent des risques, qui investissent et qui font le choix de notre pays pour développer leurs projets d'entreprise. D'abord, il y a des chiffres qui sont extrêmement positifs puisque 40% des ouvertures d'usines depuis le début de l'année ont été portées par des PME, des ETI ou des start-up industrielles.
On pourrait citer la belle aventure Vercors aussi, qui fait beaucoup parler d'elle, mais c'est de la même chose dont on parle. C'était un plaidoyer aussi pour maintenir certains dispositifs comme le crédit impôt recherche qui irriguent les territoires et pas simplement parfois l'image que l'on peut en avoir de quelques entreprises. Enfin, je veux vous rappeler qu'on a des outils assez ciblés aujourd'hui, puisque des subventions de France 2030 pour les démonstrateurs et les premières usines, c'est 927 millions d'euros aux PME, ETI et start-up industrielles en 2024. Qu'on a des interventions en fonds propres ou en capital risque par BPI France pour 366 millions d'euros, le guichet French Tech pour les startups industrielles afin de les accompagner, des mises en valeur régulières comme récemment sur le salon Global Industrie et la création également d'un observatoire par BPI France des ouvertures de sites de startups industrielles. Donc les startups bénéficient d'un plan dédié, d'un suivi par l'État. Et nous continuons continuer à nous appuyer sur elle, sur la réussite de la réindustrialisation dans notre pays. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Horizon, Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, vous avez la parole, Madame la Vice-Présidente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je connais votre engagement constant en faveur de la réindustrialisation comme élu local. Comme ministre, vous avez accepté de vous attaquer à cette tâche exigeante en conciliant protection des industries existantes et accompagnement des futurs fleurons. Monsieur le ministre, j'aurais 3 questions. La conjonction des nouvelles règles environnementales de lutte contre l'artificialisation des sols avec les fermetures, hélas, répétées de sites industriels, parfois majeurs, comme chez moi, avec le site pétrochimique d'Exxon à Port-Jérôme, et des fermetures en cascade qui en résultent, avec notamment Arlanxeo. Cette conjonction nous oblige à inventer des solutions réglementaires et fiscales nouvelles, permettant une mobilisation bien plus rapide et efficace du foncier industriel. Nos territoires sont maillés de sites industriels récemment mis à l'arrêt, dont les utilités qui demeurent pourraient accueillir de nouvelles activités. Monsieur le ministre, que proposez-vous pour accélérer cette reprise du foncier, soit par les territoires, soit par les prospects privés d'ores et déjà intéressés, notamment ceux issus des nouvelles filières décarbonées, recyclage, bioéconomie, nouveaux textiles, chimie décarbonée, etc. Cela alors même que l'État inscrit au fonds Friche depuis 6 ans près de 250 millions d'euros cumulés, tant pour les projets des collectivités que pour ceux portés par les établissements publics fonciers. D'autre part, la plupart des installations classées qui ferment actuellement ont l'obligation de constituer des garanties financières afin de remettre en état leur site pour un retour à l'industrie après validation préfectorale. Cependant, aucune obligation, mes chers collègues, vous entendez bien, aucune obligation de délai ne leur est imposée pour s'exécuter. Dès lors, les friches se multiplient et perdurent parfois pendant des décennies. Ne convient-il pas d'inscrire dans la loi une durée obligatoire de remise en état de l'ordre, je ne sais pas, de 5 ans, s'imposant à ces installations classées, ayant fermé, ainsi qu'évidemment à leurs repreneurs, ou permettant au préfet de mobiliser les garanties financières inscrites en provision afin d'assurer les travaux de réhabilitation du site dans ce délai. Enfin, la décarbonation et l'économie circulaire présentent toutes les vertus d'une nouvelle industrie plus sobre, moins polluante et moins délocalisable. Les différentes filières émergentes dans ces secteurs bénéficient désormais du soutien réglementaire et financier des instances européennes. Par ailleurs, les gouvernements précédents ont su imposer aux éco-organismes chargés de la responsabilité élargie du producteur le financement et le soutien du recyclage plastique et textile, tandis que le gouvernement actuel prévoit dans le PLF une taxe plastique à hauteur de 150 € par tonne d'emballage plastique non recyclé à l'environ 2030. Ces signaux sont forts, mais vous savez qu'actuellement, tout se joue à Bruxelles au sein des différentes commissions. Que comptez-vous faire dans ce contexte européen pour faire de la France une terre pionnière du recyclage moléculaire industriel ? Merci, Monsieur le Ministre. Vous savez que chez nous, on a un investisseur potentiel de poids avec Eastman. Merci beaucoup. Réponse rapide sur le dernier point. Et pour Eastman, la vraie réponse, c'est le combat de la France d'intégrer des mesures miroirs ambitieuses
dans la Circular Economy Act qui sera présenté en 2026, qui permettra de répondre aux enjeux qui aujourd'hui freinent le projet Eastman, et on aura l'occasion d'y revenir si vous le souhaitez. Vous me parlez de la mobilisation du foncier. Je veux saluer le travail que vous réalisez, Madame la députée, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Vous me permettrez aussi de faire un clin d'œil à Virginie Luttrot, la présidente de Cosseine-Aglo, parce qu'on parle de Port-Jérôme-sur-Seine, d'un site industriel chimique en reconversion totale, et où les gens un peu... ont décidé de se retrousser les manches pour essayer de retrouver des solutions. Et on fait des propositions. Et la proposition qui est faite sur la question des garanties financières, la possibilité de mobiliser cette garantie financière, afin tout simplement de permettre au territoire qui subit l'accident industriel de se redonner des moyens pour pouvoir réinvestir sur le site et d'accueillir des projets rapidement, et au pire de ne pas tomber dans des sites orphelins où à la fin c'est l'ADEME qui paye. Donc cette proposition, j'ai demandé à mes services qu'on l'examine de très près. Moi je l'accueille plutôt positivement, et il faut voir dans le cadre des débats parlementaires en cours si elle peut trouver un chemin. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Monsieur David Topiak, vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaitais vous interroger sur le dispositif du plan de sauvegarde pour l'emploi. Encadré par le Code du travail, il concerne toutes les entreprises de plus de 50 salariés qui envisagent de licencier 10 personnes ou plus et qui sont en hausse dans notre pays depuis 2024. Ces plans de licenciement impactent directement les territoires avec des bassins de vie fragilisés, des familles plongées dans la précarité et des savoir-faire détruits. Mais c'est sur la question des indemnités supralégales que je souhaiterais vous interroger. Dans le cadre d'un PSE en raison de sinistres, on assiste à un manque de transparence sur les indemnités de salariés qui dépendent des informations dispensées par l'employeur. Le même constat peut être fait sur la transparence sur l'état financier de l'entreprise, notamment dans le cas de holding. Le calcul de ces indemnités est négocié à partir des éléments comptables fournis par l'employeur sans que les représentants des salariés aient accès en toute transparence, ce qui leur permettrait d'intégrer pour leur négociation une forme d'équilibre entre le préjudice subi par les salariés et les moyens suffisants pour le groupe de clôturer cette situation sans mettre à mal le reste de ces sociétés. Cela crée automatiquement une relation asymétrique dans la négociation, souvent au préjudice de salariés. J'ai le cas de figure dans ma circonscription avec une entreprise gersoise, Gerstube, dont les bâtiments ont été dévastés par un incendie au printemps 2025. Depuis, le patron a décidé de ne pas reconstruire et de fermer le site. Un PSE est en cours d'élaboration, mais avec de nombreux dysfonctionnements, délais de communication des documents obligatoires dépassés, opacité sur les moyens du groupe, notamment le groupe Alfiplast qui a racheté l'entreprise il y a un an, et sur le montant des indemnités des assurances. Autant d'entraves qui, normalement, permettraient, s'il n'y avait pas d'entraves, on devait permettre aux salariés et aux représentants du personnel de formuler des contre-propositions, notamment sur les indemnités supralégales. Il est éthiquement inacceptable que ce groupe réalise une plus-value indécente sur ce sinistre, au mépris de salariés qui ont créé de leurs mains la richesse de cette entreprise. Monsieur le ministre, je souhaiterais que nous puissions avoir un rendez-vous pour évoquer de manière plus détaillée ce problème sur mon territoire. Mais plus globalement, je pense qu'il faudrait s'appuyer sur le rapport de la commission d'enquête sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciement, rapport de juillet 2025, qui établit de nombreuses recommandations, notamment redéfinir le licenciement économique, instaurer une conditionnalité stricte des aides publiques et renforcer les droits des représentants du personnel. Nous sommes dans une situation qui me semble inacceptable sur mon territoire et on voit un peu partout en France fleurir des situations qui ne sont pas équitables entre les droits des salariés et les droits de l'entreprise. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le député, je suis tout à fait prêt à vous recevoir pour qu'on examine cette situation de très près. Je sais que vous êtes particulièrement mobilisé parce qu'on est dans un cas un peu particulier d'une usine qui a été victime d'un incendie et derrière, elle n'a pas été reprise. Enfin, il n'y a pas de projet de reconstruction et pourtant vous êtes mobilisé. Carole Delga est mobilisée, Philippe Dupois, tout le monde est mobilisé sur ce sujet. Notre préfet aussi, pour voir le PSE qui doit faire l'objet quand même d'une maximisation des indemnités qui peuvent être octroyées, le travail sur le reclassement
des salariés. Donc on suit ce sujet de manière extrêmement précise et extrêmement attentive, soyez assurés. Mais si vous le souhaitez, je vous reçois et il faut qu'on fasse le lien aussi avec le ministère du Travail qui suit de plus près ces questions-là. Mais je suis à votre disposition. Monsieur le ministre, selon le baromètre industriel de l'État publié le 30 octobre dernier par Bercy, notre pays a connu 82 fermetures d'usines au premier semestre 2025, contre presque 2 fois moins d'ouvertures. Sur la même période de 2024, l'étude avait comptabilisé 61 ouvertures contre 60 fermetures. Ces chiffres témoignent de ce que nous savons déjà. Loin du discours officiel sur la relance industrielle, sur le terrain de la désindustrialisation, peu de créations nettes, beaucoup de fermetures ou de réductions d'activité, un modèle industriel sous forte pression et peu de redistribution des marges vers les travailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Depuis juin 2024, 444 plans sociaux ont été enregistrés par la CGT. Ces 3/4 concernent des usines. Au total, près de 100 000 emplois sont menacés ou ont été directement supprimés par ces 444 plans sociaux. Parmi les secteurs qui souffrent, la mécanique, l'agroalimentaire figurent en tête, suivi de la chimie, ça a été dit tout à l'heure, les secteurs des transports et de l'automobile, principalement les équipementiers. En dépit de ces constats, le gouvernement continue de maquiller cette réalité, parlant de stabilisation de la dynamique plutôt que d'inefficacité de la politique conduite. Alors vous dites, vous l'avez dit tout à l'heure, défendre une nouvelle régulation des importations, vouloir favoriser la relocalisation de la production et la création d'emplois industriels, mais ces ajustements ne font pas une vraie stratégie industrielle de long terme, pas plus qu'une vraie planification industrielle de long terme. Et j'aurais une question, parce que quand on regarde la trajectoire des profits des grands groupes industriels, qui sont les principaux donneurs d'ordre dans notre pays, ils ont augmenté très largement depuis 2017. Alors ma question, comment entendez-vous agir pour réorienter la création de richesses vers l'investissement productif, vers la R&D, vers les salaires, plutôt que de servir le coût du capital de ces grands groupes, parce que c'est ça qui pèse très lourdement sur le développement industriel et la possibilité de relocaliser des productions dans notre pays. Monsieur le député, là j'ai la courbe des emplois industriels dans notre pays. Et vous savez, il y avait un président de la République qui voulait inverser les courbes. La courbe de l'emploi industriel, elle est ici. Et à partir de 2019, elle s'inverse, effectivement, après avoir connu une dégringolade pendant des années. Alors c'est pas gagné. Alors c'est difficile. Et je ne sais pas ce que donnera l'année 2025. Mais force est de reconnaître quand même que dans ce pays, la réindustrialisation, elle se fait avec des hauts et avec des bas. Et ça, c'est une évidence. Et vous avez raison, l'année 2025, elle ne va pas être bonne. Et elle sera d'autant moins bonne d'ailleurs que nous continuerons à avoir de l'instabilité politique qui freine les investissements dans notre pays et qui, l'année dernière, a fait perdre 0,3 points de croissance. 0,3 points de croissance, c'est autant d'usines qui ne se sont pas construites et autant d'emplois qui n'ont pas été créés. Et 130 000 emplois industriels ont été créés ces dernières années et près de 500 usines ont été ouvertes. Ça, c'est aussi une réalité. Cette année, c'est plus difficile. Mais vous devez intégrer la création aussi des agrandissements de sites. Pourquoi je dis ça ? Dans mon propre territoire, j'ai Framatome qui construit 40 000 m² de bâtiments industriels supplémentaires. Donc 40 000 m² de bâtiments industriels supplémentaires, c'est bien l'équivalent de 3 ou 4 usines supplémentaires. Donc voilà pourquoi aussi, moi j'ai l'honnêteté de dire oui, les chiffres de cette année, ils sont pas les meilleurs qu'on puisse avoir, et j'aimerais vraiment en avoir d'autres bien plus intéressants, mais regardons la réalité en face telle qu'elle est dans le contexte actuel, où on est encore un pays qui a de la croissance, où le chômage s'est stabilisé. Moi je tiens un sacré coup de chapeau à tous ces industriels à qui on tape sur la tête à longueur de journée, et qui quand même continuent à créer des emplois dans notre pays. À Cognac, en Charente, l'entreprise Safran vient d'investir 16 millions d'euros pour l'extension de son site, notamment dans la production et la maintenance d'équipements de sécurité aéronautique innovants et exportés en Europe et dans le monde entier. Depuis 2017, le gouvernement soutient fortement l'innovation industrielle, notamment à travers le crédit d'impôt innovation et le crédit d'impôt recherche,
qui ont été largement débattus en hémicycle ces derniers jours. Comme le rappelle Monsieur Agion, que nous avons reçu ici dans cette commission, donc lauréat du prix Nobel d'économie, il est primordial de créer des conditions stables et favorables à l'innovation, car c'est la clé d'une croissance économique durable. Et c'est toute l'inquiétude, notamment de Safran qui a cru voir le crédit d'impôt recherche supprimé pour son site, une des filiales. Donc dans ce contexte, comment le gouvernement compte-t-il offrir à nos entreprises la stabilité, la vision à long terme et les moyens nécessaires pour qu'elles continuent à innover? Et vous en avez déjà un petit peu parlé, mais si vous pouvez compléter. Merci, Madame Marceau. On a parlé de situations qui vont moins bien, mais il y a aussi des secteurs comme l'aéronautique qui vont bien, dont on est fier. J'ai dit, j'étais hier chez Air France Industrie, on peut parler de Safran. Voilà, c'est 230 000 emplois, 30 000 recrutements par an. C'est l'excédent commercial, un excédent commercial de 29 milliards d'euros. C'est de l'innovation, et c'est de l'innovation partout dans les territoires aussi. Ne l'oublions pas. Il faut qu'on reste les premiers face aux USA. La Chine, attention, qui est en train d'agir sur ces sujets. Je crois que nos industriels ont besoin de la visibilité nécessaire. France 2030, le crédit d'impôt recherche, le CORAC. Apporter plus de compétitivité, c'est la poursuite de la politique de l'offre et de la compétitivité avec la CVAE. Et puis, il faut bien qu'on accompagne les projets dans les territoires. Il y a des projets d'extension, d'implantation, que le ministère suit de très près, et soyez assurés que je serai aux côtés des industriels pour qu'ils réussissent. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Tavel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, on ne partage pas le bilan que vous faites de la politique de l'offre. Nous avons depuis 15 ans une politique qui va dans le même sens, et nous constatons que le taux d'emploi industriel dans l'emploi total n'a jamais été aussi bas, et la part de l'industrie dans le PIB jamais aussi basse. Peut-être il est temps de changer de logique. Dans le rapport que nous avons fait avec 2 collègues sur la perte de souveraineté industrielle, nous pointons 3 difficultés majeures: les prix de l'électricité, la concurrence déloyale chinoise, américaine, mais aussi à l'intérieur de l'Union européenne, et l'absence de planification écologique. Ces 3 caractéristiques, on en retrouve pour l'essentiel dans un sujet particulier qui est celui de l'éolien en mer, qui tient particulièrement à cœur au député de Saint-Nazaire que je suis. C'est un enjeu énergétique qui n'est pas dans votre portefeuille, mais c'est aussi un enjeu industriel. Sans nouveaux projets rapidement, nous allons perdre une filière et des milliers d'emplois qui ont été construits. Nous allons voir fermer la dernière usine d'assemblage de nacelles à Saint-Nazaire dans ma circonscription si rien n'est fait, et nous hypothéquons l'avenir du développement notamment des grands ports comme celui de Saint-Nazaire. J'attends de votre part une action forte, y compris auprès de votre collègue de l'énergie. Monsieur le Ministre. Oui, vous l'avez indiqué, ces questions dépendent de Roland Lescure. Néanmoins, je crois qu'aujourd'hui, les choses sont assez claires sur la question énergétique, sur un mixte entre renouvelables et nucléaire. Une part importante est faite au nucléaire. Sur l'éolien offshore, je pense qu'on peut avancer raisonnablement sur ces questions-là, même si, bien évidemment, les modèles économiques sont moins installés aujourd'hui en matière d'éolien offshore. Mais néanmoins, je pense qu'il faut qu'il y ait une forme de visibilité. Celle-ci devrait être donnée si nous pouvions avoir une PPE assez rapidement. Monsieur Julien Dive. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vous avez une expérience certaine dans la revitalisation de sites, avec notamment Kodak dans le Grand Chalon, qui avait eu un comportement assez difficile pour ce territoire il y a quelques années. Comme beaucoup de députés ici ont des expériences dans leur propre région avec des sites qui ferment, et parfois même des mauvais comportements de la part des entreprises elles-mêmes. On a besoin d'aider nos entreprises, d'avoir des dispositifs qui les accompagnent dans leur quotidien, notamment pour faire face à des concurrences déloyales, pour innover, ça a été évoqué avec le crédit d'impôt recherche, etc. Et des dispositifs existent, nationaux, régionaux, parfois départementaux. Pour autant, l'argent public a une valeur, Monsieur le Ministre, vous le savez, et lorsqu'on a des industriels qui se comportent mal, soit en fermant, délocalisant unilatéralement un site, soit en contournant même la loi, il faut savoir taper fort. Il faut montrer que l'argent public a du sens et montrer que l'État est bien présent pour les accompagner, mais présent aussi quand ils font n'importe quoi. Monsieur le Ministre. Oui, monsieur le député, d'ailleurs, vous m'avez particulièrement interpellé sur un site dans votre circonscription. Nous nous y rendrons ensemble lundi matin. On ira rencontrer les salariés lundi matin et nous entendons rappeler à l'entreprise les responsabilités qui sont les siennes,
parce que je l'ai suffisamment dit ici, il n'y a pas que l'économique. Il y a la cohésion des territoires, la cohésion nationale, les salariés qui croient en leur outil de production. Et donc, nous serons ensemble lundi matin aux côtés des salariés pour demander à l'entreprise qu'elle assume ses responsabilités. Monsieur Charles Fournier. Merci, oui. Alors, puisqu'on est sur les questions dans nos territoires, moi, je voudrais vous interroger sur la situation de ST Microélectronique, entreprise qui a annoncé plus de 1000 suppressions d'emplois et très probablement, même si c'est des départs volontaires, mais 400 volontaires sur un site, ça se trouve pas comme ça, hein, sauf à créer les conditions d'un volontariat contraint. Et l'État français et l'État italien sont majoritaires au capital. Le président du conseil de surveillance n'est autre que Nicolas Dufourcq. Et les seules réponses que nous avons eues jusqu'à maintenant, y compris dans un rendez-vous avec Matignon, c'est un rendez-vous dans un mois, c'est, vous comprenez, la concurrence chinoise, sauf que c'est un outil qui nous appartient, et donc moi je voudrais savoir ce que vous pourriez répondre là-dessus. Et puis je vous avais posé une question sur l'écologie, et je veux bien vous entendre sur ce sujet, qui a du mal finalement à s'imposer dans nos échanges. Moi, j'ai jamais opposé réindustrialisation et transition écologique. Je pense d'ailleurs que, comment dirais-je, nos outils, la capacité qu'on a à avoir une énergie décarbonée avec le nucléaire est un atout et est une force, et que plus nous produisons en Europe selon nos propres normes, plus nous protégerons la planète aussi, parce que moi, quand j'entends, excusez-moi, on me fait des notes, et quand dans la note, je lis exportation de carbone, je dis mais qu'est-ce que c'est les exportations de carbone? C'est le nouveau terme pour ne pas parler de délocalisation. Faut peut-être un petit peu ouvrir les yeux aussi sur ces sujets-là. Donc, soyons attentifs au fait que, en protégeant notre industrie européenne, en lui mettant pas des boulets supplémentaires par rapport à ce que s'imposent les autres, c'est aussi, on fait de l'exportation de carbone. Donc, je suis attentif à ça. Deuxième point sur ST Microélectronique, c'est un sujet qui est suivi de très près par nos équipes. Vous l'avez indiqué, il y a un plan qui a été annoncé avec des départs volontaires. L'État devra être extrêmement attentif, bien évidemment, dans la manière dont les choses se passent. Il y a une période qui est complexe pour rester. Néanmoins, n'oubliez pas qu'il y a un investissement de 52 millions d'euros qui est prévu par ST Microélectronique, notamment sur son site de Tours, pour pouvoir accompagner. Voilà, donc il faut qu'on soit très attentif. La situation des salariés me préoccupe tout comme vous, et je souhaite que nos services soient à la hauteur des enjeux qu'il y a face à ce sujet. Monsieur Lecamp. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous interroger, Monsieur le Ministre, sur une filière très peut-être petite, mais très importante, sur laquelle je travaille en tout cas avec mes collègues Dominique, Julien, tous, et Monsieur Chassaigne avant qu'il soit arrivé, sur l'agrivoltaïsme et le photovoltaïque en général. On importe quasiment 90, 95, 100% de nos plateaux photovoltaïques. Il y a, je crois, que 2 entreprises qui en produisent en France, dont une dans la circonscription de ma collègue Louise, Voltec Solar. Pour que ces entreprises puissent se développer, pour que la filière puisse se développer, il faut qu'elle ait de la lisibilité. Et aujourd'hui, faute de PPE, on ne sait pas, je prends que l'agrivoltaïsme, on navigue entre 30, 40 000 hectares jusqu'à 100 000 hectares à horizon 2050. Et il faut absolument donner un signal clair de ce qu'on veut faire avec le photovoltaïsme en France pour permettre de développer la filière, comme vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs en amont, c'est un tout. Si on sait qu'on va faire 50 000, 100 000, 200 000, on sait combien d'investissements se feront dans ces entreprises. Et aujourd'hui, c'est très obscur. Il faut qu'il y ait de la lumière. La lumière viendra d'une PPE, avec un équilibre entre photovoltaïque, éolien et nucléaire qui sera proposé. Et par ailleurs, mais c'est Roland Lescure qui est compétent, donc je ne m'avance pas plus que ça, il y a 3 projets de Gigafactory en cours, un dans le sud, un dans le Grand Est et un en Bourgogne-Franche-Comté, si je ne m'abuse. Vous en avez parlé de 2, il y en a 3, donc c'est un de plus. Effectivement, moi je pense aux industriels qui ont besoin de visibilité. Monsieur Brugerolles. Oui, Monsieur le Ministre, je voulais rebondir sur votre non-réponse de tout à l'heure, puisque sur la question centrale du coût du capital, vous ne m'avez pas répondu. 100 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 en 2024. Pour nous, c'est un des problèmes fondamentaux du manque de relocalisation et de développement de notre industrie en France. Vous avez cité tout à l'heure le secteur de l'automobile. Et dans le secteur de l'automobile, précisément, ce sont les choix des grands constructeurs d'avoir une stratégie de marge unitaire
et de service du capital qui fait qu'aujourd'hui on a des problèmes sur la demande. Et on pousse à la construction d'un petit véhicule électrique depuis des années. Or, les constructeurs ne veulent pas aller dans ce sens parce que c'est revenir sur leur stratégie de marge et de distribution de dividendes à leurs actionnaires. Et ça, c'est un des cœurs du problème industriel, en complément de ceux qu'a évoqué d'ailleurs mon collègue Tavel, notamment sur les prix de l'énergie. Pardon, ça marche pas. Non, sur le petit véhicule électrique, aujourd'hui, c'est en train de changer. Enfin, je ne sais pas à quelle position vous faisiez référence, mais j'ai encore eu un échange la semaine dernière à la PFA avec les constructeurs. Je crois que c'est Renault ou Stellantis ? Les deux, Renault et Stellantis, aujourd'hui, veulent aller sur le petit véhicule électrique. Ensuite, on peut avoir des débats sur le fond, comme vous l'indiquez. Moi, je n'ai pas le sentiment, si vous voulez, si les choses allaient si bien que ça, on ne serait peut-être pas là à soit m'accuser que la réindustrialisation ne marche pas, soit à me dire que tout est un échec, si tout allait aussi bien que ce que vous avez l'air de dire, avec des entreprises florissantes qui se gavent de part et d'autre, de subventions, je ne sais trop quoi. Je crois au contraire que tout ce qui est fait est d'essayer au contraire de faire en sorte que nos entreprises, alors qu'elles portent un fardeau absolument monumental, arrivent quand même à s'en sortir dans une concurrence mondiale qui est débridée et déloyale. Et que c'est la ligne qu'essaye de suivre le gouvernement. Monsieur Rivière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nos entreprises, nos industries d'outre-mer, outre les barrières liées aux normes non adaptées, au coût du fret, aux concurrences déloyales, à la fiscalité, subissent les lenteurs et les blocages de l'administration française. J'en veux pour preuve les blocages que subit actuellement l'entreprise EM2 Réunion, fleuron du BTP, reconnue par ses capacités d'innovation en Inde et dans la zone océan Indien par le CSTB. Plutôt que de faciliter la mise en place de projets porteurs d'emplois, le CSTB décourage nos chefs d'entreprise qui sont prêts à quitter la France et les Outre-mer pour investir là où c'est plus facile. Monsieur le ministre, quand est-ce que l'administration française sera le vrai soutien du développement de l'économie en Outre-mer? Je vous remercie. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais que je voulais de l'efficacité administrative. Ce sujet de la start-up EM2 Réunion en est un parfait exemple. Je crois qu'ils sont en attente de validation par le centre technique du bâtiment, c'est ce que vous avez souligné. Je vais appeler le préfet à l'issue de cette audition pour faire un point avec lui et voir où sont les blocages. Et s'il y a des blocages qui ne méritent pas d'être toujours persistants, essayer de les faire avancer. Merci pour votre question et je regarde ça en sortant de cette audition. Je souhaite attirer votre attention sur la situation préoccupante que traverse le site Showroom Privé, qui est une entreprise en partie basée au Sable d'Olonne dans ma circonscription, qui a annoncé une suppression de 121 emplois, dont 18 au Sable d'Olonne. Alors, ce sont des emplois qui concernent principalement des salariés du service informatique, des femmes et des hommes qualifiés investis depuis longtemps dans le développement numérique de notre territoire. Cette décision, elle intervient dans un contexte économique difficile, marqué par une concurrence accrue, des mutations technologiques rapides, dont l'intelligence artificielle et la digitalisation des processus. Mais pour nos territoires, ça se traduit concrètement par des pertes d'emplois et une inquiétude légitime de l'ensemble de l'écosystème. Et je crains que ce type de décision se répète dans un certain nombre de territoires. Je voudrais savoir ce que le gouvernement entend faire, entend anticiper pour que les choses soient accompagnées de la meilleure des façons. Merci beaucoup. On est plutôt chez M. Farandou, compétence ministère du Travail, là, au regard de la situation. Je crois savoir que Showroom Privé subit un recul de son chiffre d'affaires ces derniers temps, que du coup, un certain nombre d'emplois dans cette conjoncture difficile sont menacés, y compris d'ailleurs par le fait que ces entreprises, qui sont des entreprises qui ont beaucoup investi dans la tech, aujourd'hui, peut y avoir un retour de bâton avec certaines technologies qui peuvent participer à avoir certains postes qui aujourd'hui sont supprimés. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un point avec le ministère du Travail sur ce sujet, qu'on revienne vers vous très rapidement. Monsieur Hervé de Lépinaud. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, on parle de réindustrialisation, mais déjà essayons de préserver le tissu industriel existant. Et là, je voudrais évoquer la problématique du rachat de sociétés françaises
par des étrangers, principalement les Américains, quand ce ne sont pas les Chinois. Industries liées généralement à la très haute technologie, que ce soit en matière militaire ou aéronautique. Donc se pose la question du renforcement du contrôle des investissements étrangers en France. Vous avez entendu parler des travaux de notre regretté collègue Olivier Marleix, qui souhaitait renforcer les décrets Montebourg sur le contrôle des investissements étrangers en France. Nous sommes actuellement en train de travailler une PPL transpartisane. Est-ce que votre gouvernement serait prêt à soutenir cette initiative, c'est-à-dire renforcer le contrôle parlementaire sur les IEF pour, en tant que faire se peut, freiner l'hémorragie de la tech vers l'étranger, la tech française? Je suis prêt à discuter avec vous de renforcer le contrôle parlementaire. Juste vous dire quand même que sur les IEF, le dispositif il est vraiment monté en puissance parce qu'aujourd'hui on contrôle 4 fois plus qu'on ne le faisait encore il y a quelques années. On est passé d'un rapport de 1 à 4, pas simplement parce qu'il y aurait plus de dossiers, mais parce qu'en réalité on a un peu industrialisé le processus. Ce que vous relevez aussi montre un manque d'une culture d'investisseurs, d'investissement en capital dans nos entreprises. Et ça, c'est un vrai sujet. On manque de fonds de retournement, on manque de fonds d'investissement puissants dans notre pays. J'en ai rencontré un certain nombre la semaine dernière. C'est une culture très américaine, c'est une culture très business school, mais sans doute pas assez dans notre pays. Et il faut arriver à l'encourager, à la développer, parce que sinon, effectivement, il y a d'autres fonds d'investissement qui arrivent et on n'est pas forcément dedans. Merci, Monsieur le Ministre. Je cède la parole à Monsieur Fugit et Monsieur le Ministre, vous pourrez répondre à la question de Monsieur Fugit et je vous laisserai quelques minutes pour pouvoir apporter à la fois votre conclusion et répondre aux questions auxquelles vous n'auriez pas pu répondre totalement. Monsieur Fugit. Merci, Monsieur le Président. Alors, une remarque et 2 petites questions, Monsieur le Ministre. La remarque, c'est que moi, je me réjouis de votre propos sur je cite, il faut une PPE. Évidemment qu'il faut une PPE pour la visibilité, pour nos entreprises, pour nos investisseurs. Et je rajouterai, étant très investi sur le dossier en tant que président du Conseil supérieur de l'énergie, il faut une PPE qui arrête la guerre stérile qui n'a plus de sens entre le nucléaire et les renouvelables. Ce qui compte, c'est de sortir des énergies fossiles. Et il y a les investisseurs qui fuient, Monsieur le Ministre, et vous le savez très bien, parce que nous ne sommes pas clairs sur les énergies renouvelables. Ce qui m'amène à 2 questions. En gros, vous reformulez ma question tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas eu le temps de répondre, et je le comprends, ne vous inquiétez pas, sur la stratégie que vous comptez mettre en place pour former les 100 000 travailleurs qu'on attend dans l'industrie verte d'ici 2030, parce que derrière, il y a des liens, évidemment, avec la question des énergies renouvelables, entre autres. Et l'autre question, c'est aussi par rapport aux questions de mobilité que vous avez abordées autour des terres rares aussi, qui est un véritable sujet selon moi. Et donc, est-ce que vous avez l'intention de travailler sur une stratégie? Alors, vous venez d'arriver au ministère, on imagine que vous n'avez pas le temps de tout faire, mais est-ce que vous avez l'intention de vous investir aussi sur ce sujet? Merci. Merci, Monsieur le député. Donc, 2 points. Moi, je partage l'opposition entre renouvelables et nucléaire, à mon avis, n'a pas beaucoup de sens. La question, c'est l'équilibre entre les deux et la visibilité qu'on donne aux acteurs. Je suis issu d'un territoire où j'ai 2 usines Framatome, donc je soutiens fortement l'industrie nucléaire, qui est notre socle, qui est notre base indispensable et qui est quelque chose qu'on a abandonné et qu'on n'aurait pas dû. Et qui nous a mis en difficulté, mais qui nous a permis aussi de surmonter des épreuves. Voilà. À côté de ça, la part du renouvelable, je ne veux pas m'avancer parce que ce n'est pas de ma compétence, la part du renouvelable, elle doit aussi avoir une trajectoire claire et lisible et qui soit accompagnée d'un outil industriel. Parce que si c'est que pour avoir des trucs qu'on fait venir du reste de la planète, ça n'a pas d'intérêt non plus. Ensuite, sur la question de la formation, les industries vertes sont aujourd'hui le premier solde positif de création de sites industriels dans notre pays. Deuxièmement, vous savez que dans France 2030, il y a un gros volet formation compétences dont doivent se saisir les filières, dont doivent se saisir les acteurs économiques et territoriaux autour de ces sujets. Ce qu'a su faire la Normandie autour du nucléaire, justement, il me semble que d'autres territoires peuvent être capables de le faire autour des énergies renouvelables en bâtissant des vraies stratégies avec les régions autour de la formation. Quelques points peut-être de conclusion. D'abord, toutes et tous, vous remercier parce que
Je crois que j'ai commencé mon propos en disant que la réindustrialisation était aussi un combat politique et que ce sujet aujourd'hui, je crois, fait l'unanimité. J'ai eu l'occasion de dire que c'était une religion de convertis, mais heureusement. Heureusement que tout le monde aujourd'hui partage la même religion, que notre pays ne peut pas se passer d'une industrie forte. J'ai entendu les mots de souveraineté, j'ai entendu les mots d'indépendance, j'ai entendu les mots de cohésion territoriale et d'aménagement du territoire. N'oublions pas que dans ce pays, l'industrie est le secteur qui amène de la valeur ajoutée dans un certain nombre de territoires qui sinon n'en auraient pas, ou quand ils n'en ont plus, sont remplacés par des secteurs des services à faible valeur ajoutée et qui créent parfois des situations de désespoir et le sentiment de ne pas avoir un projet porteur d'avenir pour son territoire. C'est pourquoi le combat de la réindustrialisation, pour moi, il dépasse les enjeux habituels de chiffres, mais que c'est bien un enjeu politique extrêmement fort. Vous avez toutes et tous mesuré à quel point nous sommes dans une situation qui nécessite une réaction très forte. Je suis européen. Je crois en la nécessité de l'Europe et que l'Europe est la bonne échelle de réaction. Même si, comme vous, je mesure aussi parfois la lenteur des réactions, je mesure encore parfois la volonté d'être les seuls à respecter les règles quand les autres ne les respectent pas, et qu'il est nécessaire aujourd'hui, pour pouvoir respecter les règles, à un moment, eh bien, de se remettre en position de force pour imposer aussi aux autres le respect de ces règles. Sinon, ce sont les autres qui nous imposent leurs propres règles. Vous avez été nombreux à évoquer les questions énergétiques. N'oublions pas tout de même que nous avons une énergie en France qui était 35% dans les prix inférieurs à la moyenne européenne, notamment grâce à l'énergie nucléaire. Et donc, ne nous auto-flagellons pas quand nous avons une énergie qui est compétitive. Je vois très bien quelle est la nature de ce débat, mais je peux vous dire que d'autres pays européens sont bien plus touchés que nous par ces questions-là, parce qu'ils avaient décidé de se mettre entre les mains de la Russie, que nous qui avons assuré notre autonomie stratégique, notamment grâce au nucléaire. Je voudrais dire aussi que sur les sujets de l'automobile, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Nous avons eu un effondrement de marché qui amène à la situation dans laquelle nous sommes, mais nous restons bien évidemment attentifs à ce que 2035 ne soit pas une date coup près, mais qu'elle soit bien une date aussi départ. Je m'explique, c'est-à-dire que 2035, s'il y a des assouplissements, c'est une date départ vers un objectif qui doit rester ambitieux en matière de véhicules électriques, mais avec une stratégie qui soit adossée à une stratégie réaliste, industrielle. Réaliste, industrielle. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des objectifs. S'ils ne peuvent pas être suivis par notre tissu industriel, ça n'a pas de sens. Donc il faut afficher des trajectoires qui puissent ensuite être accompagnées par notre tissu industriel et qui doivent intégrer la question de la préférence européenne, comme je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, le dernier point que je veux vraiment souligner, c'est que nous avons aujourd'hui un travail à faire ensemble. Je l'ai dit, avec les collectivités locales. Je ne crois pas à la réindustrialisation depuis Paris. D'abord parce que les usines ne sont plus vraiment au cœur de Paris, mais qu'elles sont partout sur le territoire, et qu'il est indispensable que nous travaillions tous ensemble sur ce sujet de la réindustrialisation. Merci à toutes et à tous pour ce moment passé avec vous, et je le redis, mon bureau est ouvert à chacune et à chacun d'entre vous. Voilà pour les temps forts de cette audition de Sébastien Martin, le successeur de Marc Ferracci au portefeuille de l'industrie. Entre les fermetures d'usines et le dossier Shein, vous l'avez entendu, le nouveau ministre a du pain sur la planche et les députés attendent des actions concrètes. Fin de cet épisode, à bientôt sur LCP, au cœur du travail parlementaire.